cette soirée, il faut dire, je ne sais plus depuis combien de temps on l'anime, mais c'est un moment qui est très attendu. Qui est attendu parce que le chef d'entreprise, on a besoin d'avoir la visibilité. On le dit souvent, ce mot. On a besoin de connaître comment le territoire se comporte, mais nous sommes un petit peu chacun acteurs de ce territoire, donc forcément très concernés par les chiffres que nous présentons habituellement. Alors, peut-être vous dire qu'ici, dans cette maison, je le dis chaque année, nous avons une véritable fonction observatoire. Je le dis très clairement, ce n'est pas le cas dans toutes les chambres de commerce, mais nous avons souhaité depuis déjà pas mal de temps avoir cette fonction et elle est dans notre cœur de métier. Et nous avons Mathieu Rissoan qui jusqu'à présent a été le maître d'œuvre de cette soirée. Maître d'œuvre, mais on ne travaille jamais seul. Et pour aboutir à ce que vous allez voir, c'est un vrai travail partenarial. Je vais oublier probablement beaucoup de gens qui participent à la construction de cette soirée à travers des chiffres. Alors, bien évidemment, la Banque de France, avec Fabrice, qui, avec nous, est co-organisateur. Merci Fabrice de ta collaboration. Fabrice est très pédagogue, on aime l'entendre, il sait expliquer des choses qui sont parfois compliquées nationalement. Donc c'est un plaisir avec son esprit de synthèse. Mais on ne pourrait pas vous présenter ces données sans des collaborations. Je veux parler de l'État, bien évidemment. Madame Trottin, bienvenue, merci d'être là. Vous représentez Monsieur le Préfet. Et quand je dis l'État, bien l'État, c'est les services fiscaux. Madame Gallet, merci pour cette collaboration que nous faisons. Et les chiffres qu'on présente, c'est aussi un petit peu les leurs, les vôtres. Donc merci. Nous avons des collaborations aussi sur des données d'emploi avec notamment le réseau des URSSAF. Nous avons des collaborations avec la DARES, on a des collaborations avec le département, avec l'Occitanie. Donc c'est le travail construit de tout le monde qui aboutit à cette synthèse. Et je voudrais saluer la présence de Madame la Présidente du département, Sophie Pantel. Merci d'être là cette année. Et je crois qu'on a d'autres élus, mais bon, vous m'excuserez de ne pas vous citer. Dire également, pour terminer, que nous allons faire ça à deux voix. On a voulu cette année être beaucoup plus court dans le déroulé, dans les présentations, et laisser une grande place aux questions-réponses. Et je sais qu'il y a des timidités souvent légendaires quand on est très nombreux, mais je compte sur vous pour oser les questions et puis voir comment 2024 sera. En 2023, vous nous avez entendu avoir un certain état d'esprit qui surprenait parfois. En 2022, c'était un peu la même chose. Ce que l'on peut observer, c'est que, à la fois dans les prévisions chiffrées, à la fois dans le moral qu'on vient recueillir auprès de chefs d'entreprise plusieurs fois dans l'année, on aboutit quand même à des trajectoires qui se vérifient. Et on va encore un petit peu le voir cette année. Il y a eu des accidents, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Hein. C'est largement planté quand on n'a pas anticipé le Covid. Mais c'était compliqué, il faut dire. C'était un moment un peu historique. Et d'ailleurs, au passage, on a du mal à se rappeler qu'il existait une vie avant, tellement nous sommes imprégnés de cet après-Covid. Et c'est toujours bien de se rappeler ce qu'était 2019, 2018. Ça permet de relativiser plein de choses. Je ne vais pas être plus long et je passe la parole à Mathieu pour tout ce que j'ai pu oublier déjà. Bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux. C'est juste en un mot et reprendre ce que vous avez à l'écran là, le programme un peu de votre soirée et de ce temps d'échange qu'on va avoir ensemble. Donc on démarre avec la Banque de France. Fabrice qui va nous faire un peu le contexte économique international et national. Suivra l'enquête de conjoncture régionale qui est élaborée par la Banque de France. Et la CCI reprendra la main avec le portrait socio-économique 2024. Un petit peu comme chaque année, on a mis à jour ce portrait avec des nouveautés. Et un peu d'infos sur la distribution du crédit, c'est la Banque de France qui reprendra la main sur ces infos-là un peu bancaires et qui permettent d'avoir aussi une vision sur l'économie départementale. Et on terminera avec des éléments de conjoncture, non pas régionale, mais bien départementale, cette fois-ci liés à notre observatoire et avec les 170 chefs d'entreprise qui ont répondu à notre enquête pour voir un peu ce qui s'est passé en 2023 et ce qu'ils prévoient pour 2024. Et un temps d'échange qu'on veut assez long. En effet, on essaiera d'avoir un temps
sympa pour pouvoir échanger entre nous en fin de présentation. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Fabrice pour la suite. Go. Merci Mathieu. Je vais essayer, alors on commence avec un tout petit peu de retard, donc je vais essayer d'être pédagogue mais suffisamment clair dans mes propos. Donc on va commencer d'abord par le contexte international et national, et Véronique vous fera après une rétrocession de notre enquête régionale, bilan 2023, perspective 2024. Voilà. Alors, le bilan d'un point de vue sur cette slide, vous pouvez voir donc les indicateurs macroéconomiques de l'exercice, on va dire, qui s'écoule de 2022 à 2025. Cela permet d'avoir une vision globale de la situation à travers 3 indicateurs qui sont l'évolution du PIB, l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisée, qui est l'évolution des prix d'une année sur l'autre, harmonisée au niveau européen, donc c'est ce qu'on dénommé l'inflation, et enfin le taux de chômage. Ce qu'on peut constater d'abord en regardant le monde, c'est que après un exercice 2022, on est en sortie de l'année suivante, la crise Covid, où on avait eu un fort redémarrage, un exercice 2022 qui soit d'ailleurs au niveau mondial, européen et français, qui avait été plutôt de bonne facture. Après effectivement ce rattrapage, 2023, l'économie a été plutôt résiliente, que ce soit au niveau français, européen et mondial, même si elle est au niveau mondial un tout petit peu plus faible que sa tendance de moyen-long terme, qui est plutôt de l'ordre de 4%. Même si celle-ci a bien redémarré aux États-Unis, la croissance de la Chine, elle, est légèrement plus faible, parce qu'elle est portée avant tout par le commerce extérieur, avant d'être portée par la croissance interne. Au niveau France, au niveau 2023, donc une année plutôt résiliente et une projection 2024 qui le sera également. Alors 2024 sera plutôt porté, et on verra ça dans les slides suivantes, par la consommation interne des ménages, et les investissements prendront le relais à partir de 2025 pour soutenir une croissance à 1,3% et qui ira jusqu'à 1,6% à l'horizon de prévision de croissance de 2026. Au niveau européen, l'Allemagne souffre avec une croissance relativement faible, à 0,4% en prévision de croissance 2024. Ce qu'on peut voir également, c'est que l'inflation 2023, qui a été la conséquence déjà dès 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a conduit un choc extrêmement important, choc subi et à la fois sur les prix de l'électricité, mais aussi sur les prix de matières premières, conduisant ainsi à une forte évolution de l'inflation. En janvier 2023, l'inflation était à 7,3% en comparaison de janvier 2022. Et là, au 1er mars 2024, l'inflation IPCH est revenue à 3,1%. Cela a été la conséquence des différentes mesures, entre autres, prises par la Banque centrale européenne qui visaient à réduire ce taux d'inflation. Alors comment on a fait ? On a fait une hausse successive des taux directeurs de la Banque centrale européenne à 10 reprises pour les porter à 4%. On est parti de 0 pour monter jusqu'à 4%. En vérité, c'est le moyen que nous avons pour réguler l'inflation, comme si l'inflation était un rehaussement de la température du corps humain et que pour la baisser, on utilisait un remède. Ce remède va réduire effectivement la température. Sa conséquence, c'est qu'elle réduit également l'activité. D'où le fait qu'on ait une activité qui était un tout petit peu plus réduite, réduisant les termes de l'échange au niveau de la croissance. D'où le fait d'avoir une croissance à 0,9%. La projection donc 2024 se porte sur une croissance du PIB de l'ordre de 0,9 avec une inflation qui, elle, progressera de 2,5%. Il est évident que la prochaine opération sur les taux directeurs de la Banque centrale européenne ne sera pas un rehaussement, mais un abaissement des taux directeurs. Ils interviendront dans l'année, au fur et à mesure que l'inflation sous-jacente nous garantira effectivement que les prix à moyen long terme se rapprocheront des 2%. Et à ce moment-là, nous abaisserons nos taux directeurs de Banque centrale. L'inflation 2025 sera inférieure en globalité aux 2%, mais l'inflation sous-jacente sera à 2,1, légèrement supérieure au taux d'inflation fixé.
L'inflation sous-jacente, pour être transparent avec vous, c'est l'inflation sur laquelle nous avons retiré les prix de l'énergie et de l'alimentation. Ça comprend donc l'évolution des prix des biens et l'évolution des prix des services. Environ 70% de la hausse de la mesure de l'inflation. Alors, bien sûr, l'évolution et nos projections macroéconomiques sous-entendent effectivement que nous restons quand même dans un environnement qui est soumis à de fortes incertitudes. On l'a vu, la poursuite de la guerre en Ukraine, les tensions existantes entre les États-Unis et la Chine, la situation au Proche-Orient, les problématiques autour de la transition énergétique et écologique. Je prendrai par exemple la problématique du canal du Panama avec la faiblesse du niveau d'eau, empêchant effectivement une partie des cargos de pouvoir circuler sur cette zone. Mais nous pouvons aussi évoquer une stabilité au niveau des prix du gaz. Les prix du gaz sont relativement bas actuellement, même si effectivement ils ont été plus bas dans l'histoire, ils ont surtout été beaucoup plus hauts au début de la crise. Aujourd'hui, ils sont relativement bas, sous-entendu que nos prévisions de croissance se calent sur un prix plutôt stable des prix du gaz et des prix du pétrole. Mais le repli donc, de l'inflation, comme je vous disais, se confirme avec un retour progressif d'ici 2025. Et d'ici 2025, les premières composantes qui ont commencé déjà à porter leurs fruits concernent la baisse de la partie de l'énergie et de la partie de l'alimentation, qui ont été les premières composantes du rehaussement des prix. C'est la première partie qui diminuera, avec progressivement une inflation qui sera portée par les services, par sa composante service, qui, elle, a une évolution beaucoup plus lente. Pourquoi? Parce qu'elle est composée, en grande partie, par les salaires dans les services. Les salaires réels vont légèrement progresser et seront supérieurs à l'inflation. Alors, on se base sur ce qu'on appelle les négociations annuelles obligatoires, les NAO, ou éventuellement les accords de branche, qui peuvent conduire au rehaussement des salaires. Nous estimons donc pour 2024 que cette hausse des salaires sera de l'ordre de 3,5%. Donc légèrement supérieure à l'inflation, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, de 5% pour l'exercice. Cela, globalement, génère un gain de pouvoir d'achat pour les ménages, je précise bien, dans la globalité. Cela ne veut pas dire que des ménages à l'intérieur de cela ne souffrent pas d'une grande difficulté économique pendant cette période. Et ce gain de pouvoir d'achat va être le moteur de la croissance de demain, c'est ce que nous verrons tout de suite derrière, car l'inflation étant moins importante que la hausse des salaires, ça va être un contributeur assez fort, en tout cas, de la stimulation de la consommation intérieure. C'est le principal moteur, mais ce n'est pas l'unique moteur. On voit également que pendant toute la période, vous le voyez sur le graphique de gauche, le taux d'épargne des ménages pendant la période Covid a été à des niveaux extrêmement élevés, dépassant les 21%. Pendant toute la période de confinement, les Français ont eu un maintien quasiment du salaire pour tout le monde avec une consommation où ils ne pouvaient pas consommer. Donc ça veut dire qu'on a un taux d'épargne global qui a fortement augmenté. On voit que les ménages ont consommé depuis, mais il reste un niveau élevé, sous-entendu qu'il reste une capacité, en tout cas, à pouvoir consommer. Consommer, on le verra, ça peut être de la consommation intérieure, mais ça peut être également de l'investissement également. Et on voit que la contribution, effectivement, de l'exercice 2024 sera portée par la consommation intérieure et qu'à partir de 2025, le poids et le relais sera pris par l'investissement privé qui va se renforcer également en 2026 pour atteindre notre croissance de 1,6. Et là, on se rapproche de la croissance potentielle, c'est-à-dire celle de la pleine utilisation des facteurs économiques situés aux alentours de 1,8% pour l'État français. Vous voyez, donc on est relativement proche. Cependant, quand j'indique cela, vous allez voir que nous avons quand même une certaine contrainte. Et cette contrainte, elle est liée à le fort représentation de la dette dans le PIB. La dette publique a fortement augmenté pendant la période du quoi qu'il en coûte, pour atteindre les 111% du PIB. En fin de période, elle sera légèrement au-dessus donc des 110, mais s'écartant globalement de ce qui se fait au niveau européen. Pendant la période,
pour l'ensemble des pays européens, on va avoir une baisse d'environ 8 points de la dette sur PIB. Nous, cette dette-là, elle va augmenter ou voire se stabiliser. On aura donc 20 points d'écart entre ce que nous constatons, un peu plus de 110% de PIB de dette, par rapport à ce que peut constater la moyenne de l'ensemble des pays de la zone euro. Alors, une fois que j'ai dit ça, je sous-entends également, et j'indique que la France va devoir continuer à mener des réformes. Et elle a en tout cas à mener trois transitions qui sont extrêmement importantes. Une transition numérique qui devra être continuée. Elle a commencé, mais pour autant elle est aujourd'hui insuffisante dans le monde globalisé dans lequel nous interagissons. Également une transformation environnementale à travers toutes les problématiques liées à la crise énergétique que nous avons pu rencontrer. Il va falloir continuer cette transition énergétique et environnementale. Et enfin, une transition du marché du travail. Nous sommes en France avec un taux d'emploi, un taux de chômage à 7,3% en début de période. Il va augmenter aux prévisions de croissance pour atteindre les 7,8%. Pour autant, pendant la période 2018 à 2023, la France a créé 1 million d'emplois avec la relance de l'apprentissage. Cela n'est pas suffisant. Des réformes ont été menées, notamment au niveau des lycées professionnels. Il faut continuer à mener ces réformes si on veut pouvoir atteindre le plein emploi. Emmanuel Macron a indiqué qu'effectivement, il visait le plein emploi aux alentours des 5%. Nous constatons qu'en Lozère, nous sommes en dessous de ces plein emploi. Nous sommes à 4,8. Il va falloir, en tout cas pour le département, être imaginatif, être perspicace, être efficace dans la manière de former nos jeunes pour faire en sorte qu'ils puissent effectivement concourir aux emplois du département. Sachant qu'aujourd'hui, si l'inflation est la principale préoccupation des ménages, la problématique de recours à l'emploi est la principale préoccupation des chefs d'entreprise dans le département. D'accord ? Pour beaucoup de chefs d'entreprise, il y a des difficultés de recrutement. Et ça, effectivement, c'est un des enjeux majeurs. Je vais laisser donc la parole maintenant à Véronique pour la rétrocession de notre enquête régionale. Merci Fabrice. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, pour ma part, je vais vous restituer donc, les résultats de notre enquête régionale, donc les entreprises en Occitanie, bilan 2023 et perspectives 2024. Alors, tout d'abord, pour ce qui est des caractéristiques de l'enquête, nous avons interrogé donc 2854 entreprises. C'est 45% en plus que l'année dernière, en fait, où nous avions interrogé 1960 entreprises. L'effectif représenté est un peu plus de 225 000 personnes qui sont réparties, en fait, dans les 3 secteurs principaux que sont l'industrie, les services et le secteur du bâtiment et des travaux publics. Pour la Lozère, nous avons interrogé en fait une centaine d'entreprises, juste pour vous donner un ordre d'idée. Le poids de cet échantillon donc, est cette année de 59 milliards d'euros pour la région, versus 53 l'année dernière, donc à la même époque. Et au niveau du poids de répartition donc, dans les 3 secteurs, l'industrie à la palme avec 69%, les services avec 18% et enfin le secteur du BTP avec 13%. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau donc, de l'industrie, la filière aéronautique est incluse donc, dans ce secteur. Et pour le secteur donc, des services marchands, nous avons exclu le commerce de gros, le commerce de détail, les services aux particuliers et les cafés pour les CHR. Et enfin, un élément important que nous tenions à indiquer, c'est qu'il s'agit en fait de tendances. Donc c'est une enquête qui se veut non exhaustive. Ici, nous avons un panorama global de l'activité donc, pour les 3 secteurs en termes d'évolution de chiffre d'affaires et d'évolution des effectifs. Donc ce qu'il faut retenir, 2023, c'est qu'en 2023, donc, l'activité régionale a été de nouveau résiliente et surtout portée par la filière aéronautique.
Pour les 3 secteurs, donc, les chiffres d'affaires ont été positifs, donc ont cru. Et pour ce qui est des effectifs, donc ils sont en hausse dans le secteur de l'industrie et des services. Toutefois, ils sont en recul dans le secteur du bâtiment. 2024, c'est quoi? C'est une nouvelle progression donc, des chiffres d'affaires qui sera toutefois en léger ralentissement par rapport à l'année 2023. Ceci donc pour les secteurs de l'industrie et des services. En revanche, le chiffre d'affaires reculerait dans le secteur du bâtiment donc, et des travaux publics pour l'année 2024. Concernant donc, les effectifs, ceux-ci progresseraient dans l'industrie et les services et se contracteraient dans le secteur du BTP. Sur cette slide, en fait, est présenté plus en détail le secteur de l'industrie. Donc pour 2023, il ressort une croissance des chiffres d'affaires et des effectifs. Cette tendance, en fait, serait confirmée pour l'année 2024, où le chiffre d'affaires serait tout de même un peu moindre qu'en 2023 et les effectifs seraient, on va dire, sur la même tendance. Ce secteur donc, est tiré vers le haut par la filière aéronautique. Et toutefois, donc, il est important de signaler que hors aéronautique, le secteur se porte un peu moins bien. Nous avons donc relevé 3 points d'attention concernant les sous-secteurs. Ce sont donc la production de caoutchouc et de plastique, le travail du bois, du papier et de l'imprimerie, et également donc, les industries agroalimentaires qui ont été impactées par les changements de comportement donc, des consommateurs, tout ceci lié à l'inflation. Pour le secteur donc, des services marchands, tout comme le secteur de l'industrie, en fait, il y aurait une croissance du chiffre d'affaires donc, et des effectifs donc, en 2024. Ce qui a également été donc, le cas en 2023. La croissance sera toutefois moindre pour l'année 2024 que ce que nous avons connu donc, en 2023. Il faut noter donc, que la croissance de ce secteur est tirée vers le haut par les sous-secteurs hébergement et restauration et également ingénierie. Alors ici, il s'agit de l'ingénierie de production. Donc production, c'est... au détriment de la recherche et du développement et des décarbonations. Alors, un seul point d'attention concerne ce secteur. Il s'agit du sous-secteur transport et entreposage, dont la croissance a été ralentie donc, en 2023 du fait de la hausse des carburants, mais également des difficultés de recrutement des chauffeurs. Et enfin, dans ce sous-secteur est également inclus le fret. Alors, en fait, nous suivons de près ce sous-secteur car, en effet, lorsque la courbe de croissance du fret ralentit, celle de l'économie en général ralentit également. Donc, c'est un peu, on va dire, un sous-secteur marqueur, indicateur qui réagit lorsqu'il y a des bouleversements économiques. Le troisième grand secteur, donc celui du bâtiment et des travaux publics, donc nous avons ici quelques données détaillées. Alors globalement, ce secteur en 2023, il a été contrarié par le manque de mise en chantier, mais également les difficultés de recrutement. Alors si on dissocie bâtiment, travaux publics, je vais commencer par le bâtiment. Donc en 2023. Donc en fait, ce secteur, malgré tout, c'est tout de même une croissance et une résistance du chiffre d'affaires grâce aux commandes qui ont été initiées donc, dans le courant de l'année 2022, mais également au début de l'année 2023. Alors si on dissocie à nouveau ce sous-secteur, donc pour le gros œuvre, c'est une croissance moindre tout de même par manque de mise en chantier, hormis dans les grandes métropoles que sont Toulouse et Montpellier donc pour la région.
Le second œuvre, quant à lui, c'est mieux porté grâce à la rénovation donc, des logements et a donc porté ce secteur d'une manière plus globale. Alors en 2024 donc pour le bâtiment et le gros œuvre, c'est quoi? C'est une érosion des carnets de commandes et une croissance qui serait négative. Et pour le second œuvre, donc, nous avons remarqué un bon démarrage en début d'année 2024, mais vigilance tout de même pour ce sous-secteur qui pourrait rencontrer les mêmes problèmes que le gros œuvre a rencontré en fait au premier semestre 2023, donc à savoir il y a 9 à 12 mois. Pour les travaux publics, donc légère croissance en 2023 et une croissance quasi nulle en 2024. Et en fait, ce secteur a rencontré de vraies difficultés de recrutement qui seraient liées à l'absence de commandes des collectivités locales, faute de moyens. Donc de cette enquête régionale, voici les grandes tendances pour les rentabilités et les investissements. Donc concernant les rentabilités, donc celles-ci ont été préservées en 2023 et elles devraient le rester en 2024. Donc l'information importante à retenir concernant les rentabilités est que les soldes d'opinion sont favorables ou le redeviennent, et ceci pour les 3 grands secteurs. Alors pour les investissements, des investissements ont été opérés donc, en 2023 pour le secteur de l'industrie. 2024, ce sera le secteur des services qui investira, et cela pour l'hébergement et le transport. Alors le secteur du bâtiment et des travaux publics est quant à lui donc, en baisse. Alors il semblerait que les chefs d'entreprise ne soient pas enclins pour le moment à investir, et cette situation est créée d'une part donc, par la hausse des coûts de financement et d'autre part par des carnets de commandes qui sont peu étoffés à l'heure actuelle. Alors il est vrai que même si le premier sujet de préoccupation des chefs d'entreprise est la rentabilité, cela ne veut pas dire qu'il y aura investissement pour autant. Alors ici, un focus sur ce qui va un peu moins bien donc dans la région, ce sont les délais de paiement et notamment leur allongement qui est très marqué en fait dans la région. Le secteur du BTP donc, ressort avec une hausse de 28% de ces délais de paiement, alors qui serait causée en fait par les relations avec l'administration publique, et notamment par l'utilisation de Chorus Pro. Donc Chorus Pro, alors parfois les factures ne sont pas immédiatement faites au bon format, donc cela occasionne de nombreux échanges et de ce fait des retards de paiement. Il y aurait également en fait le passage par les centrales d'achat qui ralentirait également le process. Et plus globalement, en fait, constat est fait que le rajout d'intermédiaires donc dans la chaîne de paiement allongerait en fait les délais de paiement. Alors voilà donc les grandes tendances de cette enquête régionale, de ce que nous pouvions en fait vous restituer. Nous avons donc des données chiffrées, on va dire complémentaires, et si vous avez un intérêt, on les laissera ici sur le bureau si vous voulez vous servir à la fin de la présentation. Merci pour votre attention et je repasse la main à Thierry. Juste peut-être Fabrice, une définition du PIB. On a vu qu'il y avait des interprétations et c'est toujours intéressant de redéfinir ce que c'est. Et puis, on ne voit pas trop le débat, mais j'imagine que ce que tu as dit sur le taux d'épargne des ménages, ça suscite quand même un peu d'intérêt, on le verra après dans les débats. PIB. Alors PIB, pour faire extrêmement simple dans la définition, c'est la somme des valeurs ajoutées définies par les entreprises résidentes en France. Voilà, pour faire extrêmement simple. Et pas les chiffres d'affaires.
pas les chiffres d'affaires, c'est important, ni non plus le résultat net. Ce n'est pas l'addition des résultats nets. C'est important, c'est la somme des valeurs ajoutées. Alors c'est là qu'on va pouvoir voir un peu les différences entre l'Occitanie et puis notre cher département. Et je passe la main à Mathieu qui nous fait un portrait économique. Alors pour ceux qui viennent chaque année, il y a des choses que vous connaissez déjà, mais il y a toujours des nouveaux dans l'assistance. On reprend quelques données de portrait pour arriver après aux mêmes comparaisons. Merci Thierry. Et puis c'est vrai que la richesse de toute façon d'un portrait, c'est qu'il va évoluer chaque année, même avec les grands paragraphes, parce que les chiffres évidemment évoluent chaque année, donc ça vous permet quand même d'avoir la différence en termes de démographie, de zoom sur l'emploi, etc. On voit les évolutions d'une année sur l'autre. Donc sans plus attendre, je vous propose de démarrer. Alors la situation géographique, on va passer très très vite, évidemment, vous la connaissez tous par cœur. La Lozère, c'est le département au nord-est de la région Occitanie qui est frontalière de la région Auras, traversée par la RN 88 pour les grands axes entre Lyon et Toulouse et la 75 qui permettent de mettre à une distance Clermont-Ferrand et Montpellier de Mende. Et sur la situation géographique, juste un mot sur le côté un peu administratif, c'est 10 communautés de communes, le département de la Lozère, et 152 communes depuis le 1er janvier 2019 et le passage de la loi NOTRe. Par le passé, on a eu jusqu'à 185 communes dans ce département, donc il y a eu des fusions de communes pour les agrandir un petit peu. Le département de la Lozère, c'est 5167 km², donc ça reste un département relativement grand, et on peut dire que la commune la plus étendue, c'est celle du Pont de Montvert, avec 16 000 hectares. Il est dit cette année de ne pas dire qu'on était à la taille de Paris. Je la ressors pas chaque année, tous les 3 ans. En termes pas de record, mais elle est la commune la plus grande de France, c'est celle de Arles qui fait 75 000 hectares, soit 758 km². Sans transition aucune, je passe à la démographie, où là on a un peu des choses qui ont évolué, et donc les tableaux comparatifs qui nous permettent de voir un peu les populations et puis les répartitions. Le département de la Lozère, donc les chiffres INSEE qui sont parus là sur le dernier décret en fin d'année, donc du 26 décembre 2023, c'est les populations municipales au 1er janvier 2021. Le département de la Lozère, il est à 76 519 habitants. Il reste le département le moins peuplé de France, assez loin derrière la Creuse avec ses 115 000 habitants. Mais ce qu'on notera quand même, c'est que la Creuse a encore perdu 300 habitants cette année, contre 600 l'année d'avant encore. Donc on fait plutôt quand même un peu mieux, et on va le voir la slide d'après, on est plutôt sur une stagnation et pas forcément une forte baisse comme il peut y avoir dans d'autres départements ruraux. Et on va également noter que l'Occitanie passe cette année la barre des 6 millions d'habitants. 6 millions d'habitants, si l'Occitanie était un pays de l'Union européenne, on peut le regarder un petit peu comme ça serait le 16e pays de l'Union européenne sur les 27 en termes de démographie. Donc c'est quand même un pays qui fait un peu la taille du Danemark, on va dire, d'un point de vue démographique. Donc c'est quand même intéressant de le relever. Et la part de la région Occitanie en France, elle grimpe un peu chaque année. On était un peu en dessous de 9, on est passé à 9,2% par rapport au nombre d'habitants qu'il peut y avoir en France métropolitaine. Donc un département qui est plutôt avec un essor démographique important. C'est l'évolution de la population sur les 5 dernières années. Donc comme je vous le disais, on est plutôt sur une stagnation en Lozère, plus qu'une forte baisse. Et on est quand même sur un trend d'augmentation permanent en Occitanie, avec toujours un peu la même logique. Alors il faut faire attention aux chiffres et aux diagrammes, je vous le dis en termes de méthodo. Si on regarde les échelles un petit peu à gauche, on n'est pas du tout sur les mêmes diagrammes. On est à coût de 100 000 habitants pour l'Occitanie, quand on est à coût de 100 habitants pour la Lozère. Et forcément, on peut faire un peu tout dire aux chiffres et aux courbes en fonction. Donc dans un souci méthodologique, je préfère le préciser. Et c'est quand même important de le signaler. Ce que j'ai mis en vert, c'est aussi très important de le préciser. Je ne l'avais pas fait les années précédentes forcément. On le dit et on le sait. Enfin, tout le monde peut-être pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'accroissement naturel en Lozère, il est fortement négatif. On a enregistré en 2021 en Lozère 604 naissances pour 1071 décès. Donc c'est la faute à cette pyramide des âges qui n'est pas forcément très forte au niveau de sa base. Ça c'est factuel et ça veut dire que si on a perdu 80 habitants sur un an, ça veut quand même dire qu'on a accueilli 300 nouveaux habitants supplémentaires et il est important de souligner que cette politique d'accueil de nouvelles populations est assez fondamentale pour le département de la Lozère, parce que sans ça, la baisse démographique serait plus forte encore et le vieillissement de la population n'est pas est quelque chose de factuel et contre lequel il faut lutter en accueillant des populations
plus jeunes et puis en espérant avoir plus de naissances dans le département. L'Occitanie, malgré cette forte augmentation, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il y a quand même aussi plus de décès que de naissances en Occitanie. À titre d'information, on avait 58 474 naissances en 2021 et 64 000 décès. Donc ça veut dire que on a vraiment un fort solde migratoire, des fortes populations qui viennent de l'extérieur s'installer en Occitanie. Et on est surtout dopé par nos deux métropoles, que sont Montpellier et Toulouse, qui accueillent plusieurs milliers d'habitants chaque année supplémentaires, et c'est ça qui va doper à chaque fois cette croissance démographique dans notre région. Sur la démographie, j'en dirai pas beaucoup plus, ce sont juste des données qui permettent d'avoir un peu une vision et se rendre compte un peu, ça ce sont tous les départements, les 13 départements d'Occitanie, comment se répartissent ces 6 millions d'habitants. On se rend compte que la Haute-Garonne, elle toute seule, elle consacre 1 400 000 habitants, elle est quand même le département le plus peuplé. Et d'assez loin, suivi par l'Hérault avec 1 200 000 habitants. Donc on retrouve bien nos deux grandes métropoles qui entraînent cette démographie et ces deux départements. À eux deux, c'est 44% de la population de l'Occitanie. Donc c'est quand même une donnée importante à retenir. Et le département du Gard, qui arrive à 756 000 habitants, est clairement sur le podium, on peut dire, de cette démographie départementale. Et ensuite, on voit que c'est plutôt nous, les départements du Lot et de l'Ariège, qui vont plus nous ressembler en termes de ruralité et de démographie. Et la dernière slide sur la démographie, avant de passer un petit peu plus à des données sur l'emploi et le chômage départemental, c'est les communes de plus de 1000 habitants. Alors, ça n'a pas beaucoup bougé par rapport à l'an passé. On a à peu près le même classement, sauf Florac qui est passé devant Bourg-sur-Collane pour quelques habitants. Donc, Florac a gagné des habitants par rapport à l'an passé. Et donc 14 communes de plus de 1000 habitants en Lozère et 8 communes qui ont plus de 2000 habitants. Donc ça montre bien la petitesse de nos communes et un peu cette ruralité qui nous caractérise, hein, tout simplement. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que la ville de Mende, c'est la 51e ville d'Occitanie, alors qu'elle était à la 48e place l'an passé. Donc c'est vrai qu'on a toujours un peu les mêmes stats d'une année sur l'autre, mais on les voit quand même un peu évoluer, et Mende a reculé un petit peu, elle a perdu 3 places. Et on voit que les autres communes d'Occitanie, quand même, elles continuent à performer en termes de démographie. Les villes les plus peuplées, on a aussi passé 2 caps pour Toulouse, qui a passé les 500 000 habitants cette année, et la ville de Montpellier, qui a passé les 300 000 habitants. Donc c'est assez facile de se rappeler du fait que Toulouse, c'est 500 000, Montpellier, 300 000, et Nîmes, on est à 150 000 habitants. On retiendra là encore que le Languedoc-Roussillon a plutôt des constellations de villes moyennes et un peu grandes, plus que dans l'ex-région Midi-Pyrénées, où on va retrouver simplement Albi et Narbonne dans ce top 10 aux côtés de Toulouse. Je passe à l'emploi et le taux de chômage. Donc c'est assez facile à voir, hein, c'est vraiment très conjoncturel, très étonnant comme ces courbes elles se suivent. À peu près tout le temps, tous les trimestres. Alors vous l'avez évidemment repéré, le département de la Lozère, c'est celui qui est le plus bas, à 4,8% sur les dernières données INSEE au 3e trimestre 2023. 4,8%, donc en théorie économique, effectivement, on parle du plein emploi, hein, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Monsieur Bugnon-Muris, ouais, et avec les perspectives du gouvernement. 4,8% en Lozère, 7,2% sur le taux de chômage en France, qui est du coup plutôt assez bas par rapport à ces dernières années. Et 8,8%, historiquement, enfin structurellement, on va avoir un taux qui est 1,5 à 2 points plus haut en région par rapport à la moyenne nationale. Et inversement, la Lozère va être 2,5 à 3 points en dessous de la moyenne nationale. Donc ça fait des choses très disparates, encore une fois, dans cette région. Et si on le regarde sur la carte qui est là, donc vous allez immédiatement repérer, plus on est foncé et plus on a un taux de chômage qui est élevé. Et on se rend compte assez facilement que notre département de la Lozère, avec l'Aveyron, ils sont plutôt dans les couleurs un peu pâles, avec des taux de chômage bas. Et cette ceinture, la méditerranéenne, elle a vraiment des taux de chômage qui sont importants et qui sont à plus de 2 chiffres. Hein, pour la plupart, c'est entre 10 et 12,5% pour les départements comme les Pyrénées-Orientales. Et on remarquera également qu'il y a des régions qui s'en sortent certainement mieux que d'autres. Aura est plutôt côté pâle, hein, jaune, et puis la Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie, c'est des zones où il y a quand même plutôt peu de chômage, hein, on remarque sur cette carte. On a décidé de rentrer un petit peu dans le détail de ce chômage et de regarder un petit peu dans le département de la Lozère grâce au dossier territorial qui a été publié par France Travail en fin d'année dernière. Ça nous oriente un petit peu sur
comment se structurent ces métiers en tension et pourquoi qu'est-ce qui est compliqué. Et on va se rendre compte en prenant un peu comme ça, en piochant là, sur 2 slides les choses les plus marquantes qu'on a repérées sur ce chômage qui existe en Lozère. On se rend compte qu'il y a 15 métiers finalement qui concentrent 40% des offres déposées à Pôle emploi. Et principalement, ce sont les métiers du secteur du médico-social et de la restauration qui ressortent, mais très fortement. C'est vraiment là qu'on a le plus de chefs d'entreprise qui vont aller s'adresser à Pôle emploi et à France Travail maintenant pour aller chercher des emplois, donc personnel de cuisine, accompagnement médico-social, soins d'hygiène, soins infirmiers. C'est vraiment très très fort et très marqué, 40% de 4000 offres à peu près par an qui sont développées qui sont déposées chez Pôle emploi en Lozère. Et une deuxième slide sur ce chômage également, toujours avec des données qui sont issues de ce dossier territorial. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a 85% des salariés en Lozère qui sont en CDI. Donc c'est plutôt un chiffre assez élevé. On retiendra qu'il y a 3900 demandeurs d'emploi qui sont en catégorie A, B, C au 30 juin 2023, dont 1700 qui sont en catégorie A. Alors dans les définitions de France Travail, la catégorie A, c'est une personne qui est vraiment sans emploi et qui n'a aucune activité. La catégorie B, elle aura une activité réduite courte et la catégorie C, une activité réduite un petit peu plus longue. Donc il y a vraiment 1700 personnes au 30 juin 2023 qui sont disponibles voilà, et sans emploi. C'est ce qu'on peut retenir. Par rapport à ça, on voit qu'en face, il y a 4100 offres d'emploi qui ont été déposées sur un an. Donc ça ne fait pas la maille, c'est quand même difficile de faire le match. Et là aussi, il y a une subtilité, une petite une spécificité certainement lozérienne. On a 4100 offres d'emploi qui sont déposées en un an et collectées par Pôle emploi. Et sur ces 4100 offres d'emploi, ce n'est pas le seul fait du secteur privé. On va s'apercevoir qu'il y a 38% des offres qui sont le fait de l'administration publique. Donc vraiment, le secteur public a également beaucoup de mal à recruter également. On l'entend, mais c'est une réalité qu'on retrouve dans les chiffres, en tout cas en termes de nombre d'offres d'emploi qui sont déposées chez Pôle emploi. Une spécificité encore de la Lozère, c'est que 2% des offres enregistrées, ça va être des offres, des contrats d'intérim, donc des contrats plutôt courts et peut-être un peu plus précaires, alors que c'est 17% dans la région. Donc ça fait quand même une très grosse différence. En Lozère, on a des chefs d'entreprise qui ont du travail et qui ont plutôt des contrats qui sont plus sécures que ce qu'on va trouver dans le reste de la région. Donc on retombe avec nos 5% et cette notion de plein emploi. On a vraiment un besoin fort de recruter, et derrière l'indicateur qui semble positif d'un chômage à moins de 5% et de plein emploi, la réalité c'est qu'il est bien difficile de recruter pour un chef d'entreprise en Lozère. On en veut pour preuve ce chiffre de 2% de contrats intérim seulement. La durée moyenne d'inscription au chômage, quand on s'inscrit pour un chômeur en Lozère, c'est un peu moins d'un an, c'est 320 jours. C'est une stat qu'on retrouve aussi. Et on va retenir que 3 demandeurs d'emploi sur 4 sont indemnisés sur la période dans laquelle ils sont au chômage. Et le petit graphique que je vous ai mis à côté, on l'a trouvé aussi intéressant parce que ça permet de se rendre compte un peu quels sont les freins et pourquoi ces demandeurs d'emploi, pourquoi ces 1700 personnes, elles n'arrivent pas à trouver d'emploi et quels sont les freins principaux. Et ben on va se rendre compte que, enfin moi c'est pas quelque chose qui m'aurait sauté aux yeux immédiatement, et cette enquête elle nous laisse apparaître le fait que c'est l'exclusion numérique qui va être le premier facteur de frein à l'emploi pour ces personnes sans emploi. Donc la difficulté à accéder peut-être à Internet, mais tout simplement à se servir d'un ordinateur et à être à l'aise avec le numérique. Et en 2024, c'est devenu quelque chose qui est devenu un peu indispensable dans presque tous les métiers. Et c'est le premier frein, c'est pour 16% en Lozère, cette exclusion numérique qui va empêcher les gens d'accéder à l'emploi. Et deuxièmement, on va arriver avec les moyens de transport, donc la mobilité qui est un facteur fort, et on le sait en Lozère aussi, on y travaille beaucoup. Il y a des politiques départementales qui sont sur ces sujets-là, sur la mobilité. Le moyen de transport, c'est 14%. Pour les demandeurs d'emploi comme frein, et l'état de santé à 13%, et après je vous laisse dérouler, il y a plusieurs... Mais 38% des demandeurs d'emploi ont un frein, au moins un frein périphérique à l'emploi, ce qui peut expliquer ces difficultés pour ces personnes à retrouver un emploi et à ne pas faire coïncider avec ces 4700 offres qui sont déposées chaque année. Après l'emploi, après le chômage, on rentre un petit peu dans l'emploi et on va s'intéresser de plus près à l'évolution de l'emploi salarié privé en Lozère. Alors je dis bien l'emploi salarié privé, donc c'est pas la globalité des emplois qu'il peut y avoir en Lozère, mais bien les emplois qui sont le fait des entreprises privées. On arrive à des chiffres qui sont plutôt élevés en ce moment, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le chiffre record il a été établi au premier trimestre 2023.
Et actuellement, on a 17 760 fiches de paie qui sont réalisées au dernier trimestre constaté, donc 2023 avec les données URSSAF. 17 760 fiches de paie qui ont été réalisées au dernier trimestre 2023 en Lozère. Donc plutôt des trends d'augmentation là aussi, parce que comme vous le voyez au niveau du Covid, quand on était en pleine période Covid, on était redescendu à 16 000. Donc c'est évidemment pas très comparable avec ça, mais si on revient avant le Covid, dans ce temps de 2018-2019, on était plutôt à 16 500 offres. Donc il y a eu quand même une différence et on a créé clairement de l'emploi sur ces dernières années. Et ça, c'est la répartition de ces 17 760 emplois. Comment est-ce qu'on l'a réparti grâce aux données URSSAF? Eh ben, on va se rendre compte que l'industrie, elle pèse à peu près 13,5% de l'emploi salarié privé en Lozère. Donc on aime à le répéter à chaque fois qu'on fait cette soirée de l'économie, mais le poids de l'industrie, ben, il est important dans le secteur salarié privé et ça compte. C'est 2410 emplois, c'est un petit peu en augmentation par rapport à l'an passé, on était à 2270. Le secteur de la construction, c'est quasiment 2000 emplois, donc c'est 11% de l'emploi du secteur privé. L'hébergement-restauration, c'est quasiment 1400 emplois, donc à titre un peu d'exemple. Et on retrouve cet intérim qui est très faible au niveau de la Lozère, avec 170 emplois seulement. Et ça, c'est aussi une spécificité qu'on n'aura pas dans d'autres départements. On a beaucoup moins d'intérim en Lozère. Et les autres services, 8000. Et oui, la grosse part, c'est dans autres services, évidemment, avec quasiment 9000 emplois concernés. Ouais. Et on était à 8920 l'an passé, donc on est à peu près ISO. Pour finir sur l'emploi, il y a une dernière slide, et c'est l'évolution par rapport à l'an passé. C'est le salaire moyen par tête. Alors, on parle que du secteur privé. Si on y avait ajouté le secteur public, les chiffres seraient sensiblement différents, je pense. Là, on a sur les chiffres URSSAF. Et on se rend compte que ouais, ben le département de la Lozère, là, il est un petit peu derrière aussi. Et finalement, plus le département il va y avoir de la démographie, et plus il y aura certainement des entreprises importantes et des notions d'encadrement aussi probablement dans les entreprises, plus on va avoir un salaire moyen par tête qui va être un peu tiré vers le haut. Et donc le salaire moyen par tête, c'est le salaire brut perçu par le salarié en moyenne, donc je dis bien brut. Hein. En Lozère, il s'affiche à 2218 €, alors qu'on était à 2206 € l'an passé. Ce sont les données du troisième trimestre 2023. Sans transition, je vous propose de passer à quelques données, il faut que j'accélère un petit peu peut-être, sur la création d'entreprises. Alors là, je vais parler en termes de méthodologie du registre du commerce et des sociétés. Donc on parle bien des chiffres de la CCI, les chiffres que la CCI a un fichier et elle pioche dedans pour réaliser ces analyses-là. On se rend compte qu'on retombe en 2023, on a réalisé 458 créations d'entreprises dans notre fichier. Et on voit qu'on est retombé au niveau de 2020, ou plutôt les années 2019, les années avant Covid, après 2 années un peu folles où on a surperformé. Clairement, quand on était à 600 ou 560 créations d'entreprises, c'était un peu du jamais vu pour nous. Et là, on retombe à des niveaux qui sont plus cohérents avec ce qu'on connaissait par le passé. Donc 458 créations d'entreprises, c'est ce qu'on peut retenir cette année pour ce qui est de la CCI de la Lozère et son registre du commerce et des sociétés. Et juridiquement, il faut aussi préciser qu'une création d'entreprise, ça peut être une création pure d'une entreprise nouvelle qui arrive sur le territoire et qui s'installe et qui se crée, tout simplement, par définition. Mais on va également compter dans ces chiffres-là les reprises et les transmissions. Pour nous, c'est juridiquement une entreprise nouvelle. Quelqu'un qui va récupérer une entreprise et un nouveau chef d'entreprise qui vient sur le territoire, un qui transfère, un qui reprend, c'est également une création. Donc on notera 360 créations pures d'entreprises sur les 458, donc ça représente 80% des créations d'entreprises. Un petit mot sur le fichier aussi de la CCI, on était à 4000, un peu plus de 4920 entreprises au 31 décembre 2023. Donc quand on voit les statistiques que je vous donne là, on est à peu près certain qu'on devrait accueillir le 5000e ressortissant probablement fin du premier trimestre 2024. Quoi. Ça permet d'avoir facilement le ratio. Il y a à peu près 5000 chefs d'entreprise inscrits au sein de la CCI, dans le registre du commerce et des sociétés.
Alors, les créations, c'est bien, mais il faut y accoler évidemment les radiations, parce que chaque année, il y a des entreprises qui se créent, mais il y en a aussi qui se radient. Et alors, on ne parle pas de défaillance d'entreprise, mais là, je parle bien des entreprises qui se radient, donc qui font la démarche auprès de leur organisme consulaire et qui vont aller cesser leur activité et être radiées. Et on se rend compte, là, sur le petit graphique que j'ai fait à côté, c'est le solde, tout simplement. Donc, finalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en Lozère, l'an passé, on a 212 nouvelles entreprises au niveau du RCS qui se sont constituées. Alors, c'est un petit peu moins que les années précédentes, mais si on compare avec les radiations, on a aussi plutôt moins de radiations. Et finalement, on a un ratio qui est plutôt assez positif, assez bon, par rapport aux 2 années où on avait vraiment surperformé en 2021 et en 2022. Et si on regarde un peu plus dans le détail, le profil un peu de ce créateur-repreneur en 2023, qu'est-ce qu'il fait ? À 40% des cas, il va être plutôt dans le secteur des services. Pour un tiers, à peu près, il va être dans le commerce, et puis un peu moins de 30% pour l'industrie. En moyenne, un créateur, il s'établit à l'âge de 43 ans. Et ce qui est intéressant, c'est le nombre de profils de moins de 30 ans. On a 13,3% là sur ce graphique-là. Ça représente 61 profils. Et ça, c'est un chiffre qui est plutôt en augmentation chaque année. Encore en 2018, donc il y a 6 ans, on en avait une trentaine. Aujourd'hui, on peut imaginer et on peut tirer comme enseignement qui paraît plus facile de créer peut-être sa boîte aujourd'hui quand on est jeune et quand on a moins de 30 ans. On va se lancer plus facilement. En tout cas, c'est ce que nous laissent apparaître ces chiffres. 58, 69, 70, les dernières années, vraiment, on a un chiffre qui est plus élevé et qui est toujours un peu en croissance sur les moins de 30 ans. Alors la part, elle demeure faible, mais en tout cas, c'est quand même un chiffre qui remonte un peu chaque année. Et qui, c'est plutôt un homme dans la majorité des cas. Donc, mesdames, on n'est pas encore à la parité, mais on peut retenir 117 nouvelles dirigeantes d'entreprise en 2023. Et sur le palmarès, on a le secteur des CHR, comme chaque année. Alors CHR, c'est café, hôtellerie, restauration, qui est devant, mais qui est moins fortement devant que par le passé, parce qu'on était, on était encore une fois à surperformer l'année dernière. On était à 110 établissements qui se sont créés en 2022 en café, hôtellerie, restauration. On en a eu 30 de moins cette année. Mais on est plutôt retombé, comme je le disais tout à l'heure, dans des trends qu'on connaissait avant, dans des chiffres plus... qu'on connaissait plus avant. Ce qui peut peut-être un peu interroger, c'est le BTP. Il a affiché moins 19 l'an passé, et là on est encore à moins 6 cette année, donc on a 35 nouvelles structures qui se sont créées dans le bâtiment et les travaux publics. Donc ça, c'est plutôt des chiffres qui sont en baisse au niveau du bâtiment et des travaux publics. Et une dernière info qu'on a relevée cette année en préparant un peu cette soirée de l'économie, et quand je faisais le point un peu avec le pôle création et les personnes qui travaillent là-bas, une dissonance lozérienne. Ils m'ont nommé ça, je trouvais ça joli, et c'est vrai que je trouve bien le terme. Sur nos 458 créations d'entreprises, on en a près de 300 qui vont être des personnes morales, donc des sociétés, donc pas des entreprises individuelles. Donc je rentre un petit peu dans le juridique, mais promis, pas longtemps. En termes de structure juridique, on va avoir beaucoup de sociétés qui se créent, donc 293 sur 458, et 165 personnes physiques, donc plutôt les entreprises individuelles. Et dans ces 165, on va parler des micro-entreprises. Il n'y en a que 86 en Lozère l'an passé. Cette proportion, ça représente 19% des créations. Et la dissonance, elle est là au niveau français. On se rend compte que c'est 61% des créations sont des micro-entreprises. Et 63% des créations en Occitanie. Il se crée énormément de petites entreprises, de gens qui créent leur job et qui vont créer leur salaire. Et nous, en Lozère, on va plus être sur des sociétés plus facilement et plus sur des entreprises qui sont peut-être un peu plus solides ou qui ont un peu plus d'ambition. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est dû à l'accompagnement, mais on a une vraie différence là en termes de statistiques quand on le pose et qu'on compare les choses. Moment attendu. Ouais, sans transition. Alors j'en profite pour dire un petit mot aussi, un petit remerciement à la DDFIP et aux finances publiques qui nous transmettent ces informations. Donc ça nous permet d'avoir, nous, un suivi un petit peu sur ces chiffres d'activité. Alors attention, on le disait tout à l'heure, on n'est pas sur du PIB, on est bien sur du chiffre d'activité, on est bien sur la somme de ce que les entreprises peuvent vendre. Et du coup, là, on est sur une augmentation de plus 6% par rapport à 2022. La Lozère s'établit à 2,7 milliards d'euros lorsqu'on cumule un peu tous les chiffres d'affaires
constaté. Et je reprends là encore le chiffre tout à l'heure de l'inflation qu'on avait constaté, ICPH, donc l'indice des prix à la consommation harmonisée, qui s'élevait à 5,7% en 2023. Donc cette croissance, elle existe, mais elle est quand même toute relative, parce que si on met cette inflation à côté, 6,15% par rapport à cette inflation qui est à 5,7%. Bon, c'est une inflation à prendre avec des pincettes, avec toutes les difficultés sur lesquelles on va pouvoir certainement échanger tout à l'heure, le coût de l'énergie, le contexte géopolitique instable actuellement. En tout cas, ce qu'on peut quand même retenir, c'est que notre courbe, oui, l'inflation depuis 2020, elle est là aussi, mais notre courbe de la Lozère, elle augmente, alors que par le passé, elle était quand même plutôt un peu plus stagnante. Hein. On est à 2,7 milliards alors qu'on était à 2 milliards en 2012. Donc j'insiste, on ne parle pas ici de rentabilité, mais bien de chiffre d'affaires. Et on le verra tout à l'heure, un peu ces données, elles vont pouvoir être comparées avec notre enquête de conjoncture, et on va voir si on y trouve des liens. Les 2,7 milliards, c'est intéressant, comme tout à l'heure avec l'emploi, de les mettre dans un camembert et de voir un petit peu ce que ça représente. Hein. Donc 2,7 milliards, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a par exemple 107 millions d'euros qui sont dans le transport et l'entreposage. On a 146 millions d'euros pour l'hébergement-restauration. Et ça, c'est un peu la bonne surprise. Hein. C'est un secteur qui va faire quand même plus 11%. On va le voir à la slide d'après. Plus 15 millions. Avec déjà un beau rattrapage l'année passée où ils avaient fait 32% en 2022 par rapport à 2021. Bon, 2021, année Covid, évidemment, pour les cafés, hôtels, restaurants, c'était des années cauchemardesques. Mais en tout cas, on sent qu'on a repris un peu les choses en main, café, hôtellerie, restauration, et on a plutôt des chiffres qui sont bons, et ça va être un peu corroboré là encore avec l'enquête de conjoncture, on va le voir. L'agriculture, ça représente 335 millions d'euros, donc 12% des chiffres d'affaires du département. Et l'industrie manufacturière, là par contre, on va le voir dans la slide juste après, on est autour de 500 millions d'euros. Là, vous avez tous les secteurs dont j'ai parlé tout à l'heure et qu'on a vu dans le camembert. On voit l'évolution sur 3 ans. Donc les diagrammes, les histogrammes, c'est tout simplement l'évolution sur 3 ans, hein, 2021, 2022, 2023, par secteur d'activité. Tous sont en augmentation. Donc ça vient expliquer les plus de 100 millions d'euros du global. En revanche, l'industrie qui avait largement dépassé les 500 millions d'euros, elle s'est pris un moins 17%. Donc là, il y a quand même une petite difficulté qu'on repère cette année. Moins 17%, ça veut dire tout simplement moins 18 millions d'euros. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable et qui est à remarquer. Voilà pour le portrait socio-économique. Je crois que je suis à peu près dans le timing. Le portrait socio-économique départemental et du coup sans transition. On reste dans le département mais avec des chiffres cette fois-ci présentés par Monsieur Bugnon-Mury sur les indicateurs en Lozère, sur les encours de crédit notamment. Voilà. On repart un petit peu sur la partie purement et financière, cette fois sur la distribution du crédit dans le département. Je tenais avant à faire une petite précision sur l'inflation et sur l'IPCH. L'inflation peut être ressentie de manière différente par les personnes en fonction effectivement de son panier de consommation. La manière dont nous estimons l'inflation, c'est sur un panier moyen. En fonction effectivement de votre revenu, de l'endroit où vous habitez, l'inflation ressentie ne sera pas la même et ne sera pas perçue de la même manière. Ce qui est important de le préciser, quand vous êtes effectivement en situation de grande précarité, vous allez vous retrouver avec une partie alimentation et énergie qui risque d'avoir une part beaucoup plus importante dans votre revenu. Et donc l'inflation subie, ou en tout cas celle ressentie, sera complètement différente. C'était important quand même de le préciser. Et donc c'est valable quand on va faire l'analyse de l'entreprise. L'analyse de l'entreprise, l'évolution qu'on va voir des chiffres d'affaires, elle est à pondérer éventuellement à l'évolution des salaires du secteur, corrélée à l'évolution du prix des matières premières et éventuellement l'évolution des prix de produits finis. Ce qui sous-entend éventuellement qu'on a pu avoir dans le département en volume, pas forcément un niveau d'activité aussi important que l'année précédente pour une partie des secteurs. Avant de vous faire un petit focus plus spécifiquement sur la distribution du crédit, la Banque de France réalise tous les mois une enquête de conjoncture en Occitanie, dans le département et au niveau national. On en produit une synthèse nationale et régionale. Cette synthèse nationale s'appelle l'enquête mensuelle de conjoncture. C'est 8500 chefs d'entreprise qui sont interrogés tous les mois par la Banque de France. Ce qu'on note sur les prévisions que nous avons réalisées à fin janvier, c'est que globalement l'industrie a plutôt une évolution positive de l'activité.
comme d'ailleurs les services, que le bâtiment marque le pas du fait du gros œuvre. Alors, vous voyez, ça donne à peu près la même tendance que ce qu'on a pu avoir au niveau de notre enquête régionale. Mais c'est surtout que l'acquis de croissance du PIB sur la période, et donc sur le trimestre à venir, serait de l'ordre 0,1 à 0,2%. Pour autant, on constate quoi? On constate qu'on a des stocks dans les entreprises qui sont très hauts, et je pense ne pas me tromper pour dire que ça doit être le même cas en Lozère, avec effectivement toujours des difficultés de recrutement et des prix de produits finis qui auraient une tendance plutôt à baisser. Voilà. Donc, je voulais faire cette petite précision parce qu'on va rentrer maintenant purement focus sur la distribution du crédit dans le département, avec ici deux graphiques. L'un qui vous donne l'encours des crédits accordés aux entreprises en bas 100, du fait du secret bancaire. Je ne dévoile pas les montants, mais je vous le donne en tendance en bas 100. Ça nous permet d'avoir une vision globale sur les 3 derniers exercices pour se rendre compte que globalement, l'écart entre les dépôts et les crédits, entre les crédits et les dépôts des entreprises, c'est plutôt stabilisé avec l'encours des dépôts qui représente environ 45%. On voit que en ce qui concerne la Lozère, on a une trésorerie qui s'est un petit peu renforcée sur la partie 2023, mais quand on la compare octobre 2022, octobre 2023, on a une baisse du niveau de trésorerie des entreprises en Lozère d'environ 7%. Pendant ce temps-là, sous l'impact bien sûr du rehaussement des taux directeurs et de l'attentisme en partie d'une partie des chefs d'entreprise, l'investissement, lui, est resté plutôt stable sur la période, même s'il compense en partie une partie de la baisse de niveau de trésorerie. Les montants des incidents de paiement. Alors les incidents de paiement se caractérisent par les incidents de paiement sur l'aide de change relevée. Mais les LCR, en fin de compte, c'est un indicateur parmi d'autres indicateurs en moyen de paiement. Ils ne représentent qu'1% des flux. Cependant, ils nous donnent globalement quand même une vision des contraintes et des problématiques que peuvent rencontrer les chefs d'entreprise. Le montant par incident est plus fort. C'est-à-dire que quand une entreprise est en difficulté, c'est pour une facture assez importante que ça ne passe pas. La problématique, c'est que, si vous voulez, ça veut dire qu'on ne peut pas accepter une LCR pour un montant partiel quand on est dans des difficultés où le niveau de trésorerie n'est pas suffisant. Par contre, en volume et en nombre d'incidents, ceux-là, ils sont relativement en baisse par rapport au niveau pré-Covid. Sous-entendu qu'on n'a pas de tension spécifique, en tout cas, et de dégradation en matière des termes de paiement. Le nombre de défaillances est en hausse, mais tout à fait normalement dans un cycle logique de destruction-création. On l'a vu tout à l'heure, la création reste dynamique. Alors qu'on soit côté CCI, côté Chambre des métiers, on reste sur un dynamisme et donc les défaillances sont tout à fait normales. On voit qu'on s'écarte quand même un tout petit peu de la tendance régionale où on a un petit écart. On n'a pas encore retrouvé le niveau, nous, d'avant de décembre 2018. Donc on a encore un niveau plus faible en matière de défaillance. Mais vous voyez, on a exactement la même courbe qu'on peut rencontrer en Occitanie que celle du niveau national. Je voulais vous faire un petit point sur les prêts garantis par l'État. Les prêts garantis par l'État, alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des prêts qui ont été accordés pendant la période Covid, contre-garantis par l'État à hauteur de 90% pour soutenir la trésorerie des entreprises pendant cette période-là. Ils ont été complétés par un prêt résilience, prêt garanti par l'État, toujours sur une partie résilience, qui concernait la crise notamment et les répercussions de la guerre russe en Ukraine, avec le rehaussement du prix des matières premières et de l'énergie. Là aussi, on a pu compléter avec des prêts qui sont garantis à hauteur de 90% par l'État. 144 milliards d'euros ont été accordés en France, 11 milliards en Occitanie et un peu plus de 89,5 millions d'euros en Lozère. Ça concerne 903 PGE. Ce n'est pas 903 entreprises, parce qu'il y a un peu plus de 700 entreprises, mais ça concerne 903 PGE. Si au niveau national, on a remboursé un peu plus de 52%, le niveau est un petit peu en dessous pour l'Occitanie et la Lozère. Cela sous-entend que les entreprises lozériennes ont plutôt opté pour un paiement retardé du PGE, c'est-à-dire profiter de l'étalement sur les 6 ans. Voilà. Les secteurs les plus touchés, on peut faire de la restructuration de PGE. Bien sûr, il y a
des conditions pour faire une restructuration de PGE. Les principales entreprises concernées concernent donc la construction, le commerce et les services, mais c'est surtout des TPE en priorité qui sont concernés par la restructuration de PGE. Il n'y a pas trop de sujets dans notre département sur la restructuration des PGE. En ce qui concerne les ménages, alors je fais un petit focus sur les ménages parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'était le moteur de la croissance de l'exercice 2024 et ça va soutenir également l'investissement des ménages par la commande privée pour la croissance du PIB pour 2025 et 2026, mais la croissance sera soutenue par l'investissement aussi des entreprises. Et on voit que sur les crédits consentis aux ménages, on est resté sur un dynamisme, même s'il marque un peu le pas. Et il marque un peu le pas notamment sur les crédits nouveaux à l'habitat, de par plusieurs facteurs, et on le verra sur la slide suivante, où je vous ferai un petit focus sur l'évolution du prix moyen, en tout cas, de la capacité à investir des ménages au niveau national, mais on voit la même répercussion au niveau départemental. Les dépôts des ménages ont fait qu'augmenter. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que le niveau des ménages, et notamment pendant la période Covid, n'a fait qu'augmenter pendant la période. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes en situation de fragilité. Il y a des personnes en situation de fragilité. Il y a un peu plus de 13% de la population lozérienne qui vit aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Voilà, donc à l'intérieur, il n'y a pas forcément effectivement des ménages qui sont en grande précarité, qui ont pu effectivement augmenter le niveau des dépôts. Alors, le petit focus sur les encours et sur la production de crédit à l'habitat, c'est pour expliquer en tout cas la capacité et le pouvoir d'achat immobilier qu'ont les ménages. Alors, le pouvoir d'achat, juste que vous voyez, alors la partie en jaune, c'est les taux d'intérêt pratiqués par les banques commerciales. On voit que jusqu'en juillet 2022, donc moment où la Banque Centrale Européenne décide de rehausser ses taux directeurs, c'était quelque part un gain en matière de pouvoir d'achat immobilier, puisque ça permettait d'emprunter à un volume plus important, puisque les taux étaient relativement faibles. Avec le rehaussement des taux directeurs, ça vient impacter de manière négative la capacité des ménages à investir. L'évolution des salaires des ménages n'a pas compensé cette perte. Alors c'est positif en matière d'investissement pour les ménages en pouvoir d'achat, mais cependant, ce pouvoir d'achat, lui, il est dépendant également du prix de l'immobilier. Et le prix de l'immobilier a seulement commencé à baisser, mais de manière très ponctuelle, à partir du début 2023. Et la baisse aujourd'hui des prix de l'immobilier n'est pas du même niveau que ce qu'ont pu constater la réduction de la capacité des ménages à investir. Alors, j'en profite, dans la salle, nous avons quelques partenaires bancaires et nous avons le président de la FBF. Et tout de suite, j'en profite pour voir un petit peu avec Patrick Vézinet qui est présent avec nous, quelle est sa vision un petit peu de ce marché immobilier et de la tendance de la distribution du crédit dans le département pour l'horizon 2024. Merci Mathieu. Bonsoir à tous. Bon, c'est toujours un exercice délicat pour moi de parler devant mon régulateur. Et au niveau bancaire, on fait plutôt de la micro que de la macroéconomie, dans le sens où on accompagne des clients. Alors, si les banques, les banques font ce qu'elles peuvent en la matière, c'est-à-dire beaucoup. Si on avait dû en 2023 prêter qu'à condition de réaliser des marges positives sur les crédits, on n'aurait pas prêté du tout. On n'aurait pas prêté du tout parce que le taux de l'usure, je me lève. Le taux de l'usure qui s'impose à nous ne nous permettait pas de répercuter les hausses de taux voulues par et organisées par la Banque Centrale Européenne. Donc on a été un peu à la remorque de ce taux de l'usure. Et puis soyons clairs, disons les choses, c'est une volonté claire et affichée de la Banque Centrale Européenne que de refroidir la machine, vous l'avez dit en début de propos, et donc faire que la dynamique de crédit ralentisse fortement. Alors on a vu sur le marché du crédit en 2023 la dynamique se ralentir tout au long de l'année. Avec un premier palier sur le mois de septembre. Pour autant,
l'encours de crédit habitat en Lozère a continué de croître en 2023. Il a tiré l'ensemble du marché du crédit. Le marché du crédit en Lozère, c'est 2 milliards d'euros. Les dépôts, c'est 3 milliards. On retrouve bien là quand même le comportement lozérien. Le marché du crédit habitat, parce que c'est le sujet de votre question, c'est à peu près 60% du marché du crédit et c'est resté le segment le plus dynamique néanmoins puisqu'il a cru aux alentours de 2,6% environ, moins que le taux de l'inflation quand même, mais il a continué de croître. Le taux du crédit, c'est aussi, je dirais, la partie apparente de l'iceberg dont les médias se font l'écho. Effectivement, les taux ont fortement augmenté. En gros, sur 18 mois, ils sont passés de 1,50 à 4% sur le crédit à l'habitat sur 20 ans, donc c'est quand même pas rien. Ça fait 26% de plus à peu près sur la mensualité, si je prends une mensualité pour 100 000 euros sur 20 ans, donc c'est considérable. Mais il y a plein d'autres phénomènes qu'on relaie moins en définitive. Parmi ceux-là, il y a, et tous le savent ici, la hausse des matériaux, donc, qui ont renchéri le coût de la construction. Les coûts de l'énergie, qui sont évidemment partie prenante dans ces mêmes coûts de la construction, les problématiques de foncier. Donc là, je ne vais pas refaire les assises de l'habitat où tous ces sujets ont pu être largement évoqués. Donc on a accompagné ce mouvement sur tout l'exercice 2023. Par contre, début 2024, nous ressentons une forte cassure avec un marché de l'habitat qui est aujourd'hui complètement grippé. Très peu de demandes et le sujet il est bien là à mon sens parce qu'on parle d'une politique de l'offre et je fais un clin d'œil à un Premier ministre qui dit qu'il veut aller chercher les logements avec les dents. Attention, le béton c'est dur. Et d'autre part, je pense qu'on a avant tout une problématique de demande plus qu'une problématique d'offre. Donc retenez que des financements, il y en a. Et ce, malgré aussi un deuxième aspect, c'est qu'au-delà du relèvement des taux, la Banque centrale a fait autre chose, c'est qu'elle retire énormément de liquidités sur les marchés, ce qui fait que ça rend plus difficile la problématique de refinancement des banques. Voilà. Bon, on y arrive malgré tout, on y arrive notamment en Lozère parce que les dépôts sont abondants, il faut s'en réjouir, c'est extrêmement important cet aspect-là. Et parce que tout ce que nous ne trouvons pas en termes de dépôts, et c'est notre métier de banquier de transformer les dépôts pour en faire des crédits, on va l'acheter sur les marchés. Et sur les marchés, on trouve beaucoup moins de liquidités et évidemment à des conditions de prix beaucoup plus élevées. Donc pour conclure, il y a des financements, c'est plus de projets que nous manquons pour pouvoir être en capacité de les accompagner et de faire vivre le territoire avec ces projets-là. A fortiori sur l'habitat, c'est une contrainte, un goulot d'étranglement, y compris pour le recrutement, parce qu'on le sait tous, ici aussi je pense que quand on veut faire venir des salariés hors département, il faut aussi qu'ils se logent, qu'ils trouvent un toit et on voit là complètement ce goulot d'étranglement. Donc 2023, c'est plutôt bien déroulé somme toute dans ce contexte économique qui devrait assez chahuté et bouleversé. Le début de 2024 est quand même beaucoup plus problématique avec cette demande donc, qui s'est grippée et où on voit beaucoup moins de sollicitations de la part de nos clients en matière de financement immobilier. Voilà. Merci Patrick. Petit rajout complémentaire, quand on dit évolution de la base normée, on voit donc zéro artificialisation nette des sols, la loi quand même qui est une contrainte assez majeure, il ne faut pas l'oublier, et la RE 2020 qui fait un rehaussement des coûts de la construction. Ces deux facteurs viennent pondérer effectivement et ont retardé la baisse des prix qui ont pu être constatées. Alors oui, le marché s'est bien comporté en 2023, certainement de carnets de commandes et de commandes signées pour les CCMistes, bien avant effectivement les rehaussements de taux et sur des marchés qui étaient déjà engagés. L'année sera plus contrainte effectivement en matière de logement. Si je ne me trompe pas, au niveau national, c'est 120 000 logements, 120 000 maisons individuelles construites en moyenne au cours de l'année 2010-2020. 2023, si je ne me trompe pas, aux alentours des 60 000 qui ont été construites. Voilà, c'est pour donner la tendance. Hein. Je ne voudrais pas me tromper sur le chiffre, mais c'est de cet ordre-là. Je vous laisse la parole. Merci Fabrice. Pour terminer, alors le baromètre annuel de conjoncture départementale, c'est la dernière partie de la présentation. Et puis après, comme on l'a dit, je vais le faire assez vite.
d'avoir un temps d'échange plus fort les uns les autres, et on va pouvoir échanger plus tranquillement. Alors le baromètre annuel départemental, il est grâce à un observatoire qu'on a avec la CCI Occitanie. Ça nous permet d'avoir quand même une enquête avec quasiment 5000 chefs d'entreprise qui sont interrogés au total en Occitanie. Et on va répartir ça en 5 secteurs d'activité: l'industrie, la construction, le commerce, le service. Et dans les services, on va avoir une case spéciale pour les cafés, hôtels, restaurants, pour avoir vraiment plus de finesse dans notre analyse. D'un point de vue méthodologique, c'est 170 établissements qui ont été consultés en Lozère. Et on s'oblige à avoir au moins 30 réponses par secteur d'activité pour avoir une base statistique suffisamment fiable et avoir des données qui permettent d'être sûrs. Alors, ils font peur, mais c'est assez facile, je vais me lever, ce sera plus simple. Ça, c'est la rentabilité d'exploitation. Donc, tout à l'heure, on parlait de chiffre d'activité, et ben là, on va être dans la rentabilité. Donc, c'est quelque chose de différent. C'est combien l'entreprise va pouvoir générer comme argent en enlevant ses charges en face. Vous, monsieur le chef d'entreprise, la question, c'est comment voyez-vous votre rentabilité en 2023 ? Merci. Super. Comment voyez-vous votre rentabilité d'exploitation en 2023 ? Et donc, on voit tous les secteurs d'activité, l'industrie, la construction, le commerce, café, hôtel, restaurant, service, et une moyenne, l'ensemble. C'est très visuel normalement. Quand c'est vert, c'est en augmentation. Donc en 2023, je trouve que ma rentabilité était meilleure. Quand c'est gris, c'est stable. Et quand c'est rouge, c'est plutôt en diminution. Alors diminution, ça ne veut pas dire non plus que c'est négatif. Ça veut dire qu'ils ont une rentabilité qui est plutôt moins bonne que ce qu'ils trouvaient. C'est l'évolution par rapport à la période précédente. Et quand on s'intéresse à 2024, donc c'est le graphique qui va être à côté, on voit qu'on a des chefs d'entreprise qui sont quand même plutôt prudents dans leurs réponses, avec des courbes vertes, comme vous pouvez le voir, qui sont quand même un peu plus fragiles que les courbes de 2023. Et par contre, on va être plus vers de la stabilité, mais c'est assez logique en économie. Les chefs d'entreprise, la confiance, enfin tout le contexte qu'on a pu évoquer tout à l'heure en termes de macroéconomie, il n'y a pas forcément la confiance qui est tout le temps là pour tout le monde. Et puis dans les réponses, ça se ressent. Donc beaucoup de stabilité et plutôt de la prudence et des rentabilités en diminution en perspective. J'ai gardé le même schéma pour que ce soit tout de suite visuel maintenant que vous les avez. Donc on a toujours nos secteurs, l'industrie, construction, commerce. Et là, la question, c'est, pour le graphique de gauche, monsieur le chef d'entreprise, pensez-vous que votre chiffre d'affaires sur les prochains mois sera en augmentation, stable ou en baisse ? Petit signal d'alerte quand même. Là, on a quand même plutôt de la courbe rouge qui supplante la courbe verte. Donc on n'a quand même pas des chefs d'entreprise qui sont très confiants pour les mois qui arrivent. Et là, on parle de chiffre d'affaires. Et on a posé la même question au niveau des effectifs. Alors, il est tout à fait logique qu'on ait plus de 8 sur 10 qui restent dans de la stabilité. On n'embauche pas tous les jours non plus sur un panel de 170 entreprises. Mais quand même, la tendance est plutôt là aussi sur de la baisse plutôt que de la hausse. Donc, ce n'est pas de la conjoncture forcément hyper réjouissante, mais bon, ce sont des faits. Et ce sont les réponses qu'on a obtenues. Celui-là, on va là aussi comparer 2022 et 2023. Et on va regarder la santé financière. Comment, monsieur le chef d'entreprise, vous jugez la santé financière de votre entreprise ? Si je suis vert foncé, je juge que j'ai une santé financière plutôt très saine. Vert pâle, c'est saine. Jaune, c'est fragile. Et rouge, c'est très fragile. Donc on peut visuellement tout de suite voir comment les choses ont évolué par secteur. Et on se rend compte tout de suite que plus le jaune et le rouge vont venir grignoter, moins on a de la confiance qui est là. Et plus on a des chefs d'entreprise qui vont être pareil dans la prudence et dans la qualification de la santé financière de l'entreprise plutôt fragile. Ce qu'il faut regarder pour avoir un coup d'œil immédiatement, ces supports-là, ils seront diffusés, donc vous pourrez regarder tranquillement votre secteur, mais peut-être pour y voir tout de suite clair, c'est la dernière ligne qu'il faut plus regarder parce que c'est la moyenne des 5 autres. Donc l'ensemble des secteurs, ça permet immédiatement de voir qu'on a quand même plutôt le rouge qui se maintient à peu près ISO et quand même on prend un peu plus de 4 points sur les secteurs fragiles. Donc ça veut dire qu'on a là aussi une santé financière qui est plutôt un peu moins bonne sur l'année 2023 par rapport à l'année 2022. Et la dernière slide que je vous propose en termes d'histogramme et sur cette enquête de conjoncture, comment envisagez-vous l'avenir de votre entreprise ? Le violet, c'est l'industrie, le rouge, la construction, le vert, le commerce, les CHR en jaune et les services en bleu. On voit que le commerce est plutôt pessimiste, mais on en a peu parlé, mais on aura l'occasion de l'évoquer tout à l'heure dans les échanges libres. C'est pas facile pour les petits commerces actuellement dans les centres-villes. La bonne nouvelle que moi je retiendrai de ces graphiques-là, et c'est la première fois depuis 3 ou 4 ans qu'on fait ces analyses de conjoncture, c'est le secteur, là encore, du café, hôtel, restaurant.
Ça corrobore un peu ce qu'on voyait dans les chiffres d'activité. On a l'impression que ça se redresse quand même parce que on le voit, le jaune, ils sont plutôt optimistes. Et habituellement, c'est pas forcément ce qui ressort le plus. C'est pas le secteur d'activité qui est le plus optimiste dans ce type d'enquête. Et tout à l'heure, on parlait également de l'industrie qui allait peut-être un petit peu moins bien en ce moment. C'est vrai qu'ils sont quand même assez hauts par rapport à d'habitude sur les côtés pessimistes, par rapport aux autres secteurs d'activité. Voilà. Alors je crois que d'un point de vue timing, ce qui est prévu à la fin de l'enquête de conjoncture, c'est la conclusion par Madame Trottin, avant les échanges libres dans la salle. Si... Merci. Je tenais à vous remercier de m'avoir invité ce soir en représentation de Monsieur le Préfet qui s'excuse de ne pouvoir être parmi vous et parmi nous ce soir. Et je voulais reprendre les propos de Thierry tout à l'heure qui a introduit cette soirée en disant on est des observateurs, on observe, on fait des schémas, on regarde comment on prend le pouls de la santé de l'économie en Lozère. Et l'État observe aussi. Je salue d'ailleurs tous mes collaborateurs et les services déconcentrés de l'État qui sont parmi nous. Nous aussi, on observe et on en tire des conclusions. L'État est un observateur, mais il est aussi un acteur. Un acteur, c'est-à-dire qu'il définit et oriente ses politiques publiques en fonction de ses observations, en fonction du pouls de l'économie. Et on l'applique localement au sein de notre département, plus particulièrement la Lozère. Comme le disait tout à l'heure Fabrice, il y a trois transitions importantes à prendre en compte. La transition numérique, la transition du marché du travail et la transition environnementale. Ce sont trois transitions sur lesquelles l'État est partie prenante et définit des politiques publiques pour soutenir l'économie. La transition numérique, elle passe concrètement par nos conseillers numériques. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y avait des freins à l'emploi, des freins périphériques qui représentent 38%, et on a évoqué l'exclusion numérique. L'exclusion numérique qui représente 16%. En Lozère, on a effectivement un accompagnement apporté par les conseillers numériques auprès de tous les citoyens en matière d'usage numérique. On est tout à fait conscient de ces difficultés et on a souhaité développer l'inclusion numérique en soutenant financièrement des structures recrutant un conseiller numérique. Aussi, on a 11 conseillers numériques au sein du département qui sont opérationnels. Et ces conseillers numériques sont portés, notamment pour certains, par des communautés de communes et d'autres, des structures associatives ou la Poste. La mission de ces conseillers numériques, c'est de soutenir les Français dans leurs usages quotidiens du numérique, de sensibiliser aux enjeux du numérique, de favoriser donc des usages citoyens et de rendre autonomes ces demandeurs en numérique. Donc, dans le prolongement de cette dynamique, l'État maintenant souhaite territorialiser l'action de la médiation numérique en élaborant au niveau local, avec nos partenaires concernés, une feuille de route en faveur de l'inclusion numérique. Donc nous avons institué une coordination entre les acteurs, mis en place des outils numériques et ces travaux vont débuter au printemps et notamment la CCI sera associée à ces travaux. Cette feuille de route est établie, j'en profite parce que Madame la Présidente du Conseil départemental est parmi nous, nous travaillons conjointement sur l'établissement de cette feuille de route. Donc sur la transition numérique, nous avons vraiment
pris conscience de cette difficulté et nous œuvrons pour essayer d'y pallier tous ensemble. On a aussi les France Service qui sont là, ne l'oublions pas, 17 France Service sur le département et un projet de bus itinérant pour combler les zones blanches. La fréquentation des France numériques est en forte hausse, plus 28% par rapport à 2022 sur les chiffres 2023. Et sur ce bouquet France Service, on donne des outils numériques en accès libre à ceux qui le souhaitent. Scanner, imprimante, copieur, ordinateur, enfin, il y a un accès au numérique. Et de nouveaux partenaires sont venus se joindre à France Numérique, qui est MaPrimeRénov' et le chèque énergie, en plus des 9 existants. Donc ça, c'est le point que je voulais ajouter sur le numérique. Ensuite, nous avons parlé de transition du marché du travail. Nous avons évoqué un taux de chômage en France à 7,2%, pour l'Occitanie à 8,8%, si ma mémoire est bonne, et pour la Lozère à 4,8%. Nous sommes donc sur le plein emploi. Alors le plein emploi, ça veut dire des difficultés de tension de recrutement. Nous en avons bien conscience puisque sur les demandeurs d'emploi, pour que l'entreprise, l'employeur puisse trouver la personne immédiate correspondant à son besoin, c'est de plus en plus difficile. Donc par rapport à ça, il y a des formations en partenariat avec l'Éducation nationale, avec France Travail et les employeurs qui sont en train d'être développées pour pouvoir former de façon spécifique à la demande des employeurs, notamment sur le secteur industriel, dont on a parlé tout à l'heure, qui représente quand même un poids de 13,5% en Lozère. Cette tension sur l'emploi, on travaille aussi sur le public le plus éloigné de l'emploi. Aujourd'hui, il y a des demandeurs d'emploi qui ne sont pas en capacité de prendre un poste immédiatement parce qu'ils ont leurs propres contraintes, mais par le biais des formations, on travaille avec ces demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent aussi bénéficier de ces taux de chômage, je dirais, de ce plein emploi, pour pouvoir aussi accéder au monde de l'entreprise. Donc vraiment, on a bien en tête tous ces sujets-là. Comme il a été rappelé tout à l'heure, c'est un sujet aussi qui nous est pas indifférent au niveau de l'État, puisque 38% du secteur public a du mal aussi à recruter. C'est notre difficulté majeure aussi. Et on travaille aussi à lever ces freins, comme l'exclusion numérique ou les moyens de transport. La troisième transition, c'est la transition environnementale. Alors, j'ai vu tout à l'heure, et c'est notre point d'inquiétude et de préoccupation, que les carnets de commandes sont un peu moins remplis pour 2024. Il y a une inquiétude, surtout sur les sujets du BTP. C'est un sujet de préoccupation. Par rapport à ça, l'État dispose d'un certain nombre de leviers, c'est-à-dire de subventions, d'enveloppes budgétaires que l'on a, où l'on peut indirectement, via les collectivités territoriales, soutenir cette économie. Cette économie, on la soutient au travers de différentes enveloppes, ce qu'on appelle la DETR, la DSIL, DSID, le FNADT, le Fonds vert, et au travers des projets qui nous sont soulevés, nous donnons une coloration à nos financements qui est en adéquation avec les problèmes soulevés
par les entreprises, par nos acteurs locaux. Donc cette coloration, on l'oriente vers la transition écologique, c'est-à-dire qu'on essaie de verdir nos financements et au travers d'une collectivité locale qui va se lancer dans un projet, eh bien indirectement, ça soutient le BTP, l'emploi dans la Lozère. À titre d'exemple, l'année dernière, Monsieur le Préfet a à cœur, bien sûr, de soutenir l'économie et moi-même aussi, d'ailleurs, et l'ensemble de nos collaborateurs. La Lozère a eu à peu près plus de 20 millions d'euros en subventions d'investissement, ce qui est beaucoup pour notre département quand on compare ce qu'ont eu les autres départements de l'Occitanie. Et sur les derniers abondements en fonds verts, il y avait une enveloppe de 3 millions qui était fléchée pour l'Occitanie. L'État a réussi, sur ces 3 millions, à rapporter 2 millions d'euros pour la Lozère. Ce qui montre que vraiment, il y a un engagement réel de Monsieur le Préfet et de ses services pour rapporter un maximum de fonds, de financement, pour aider la Lozère. Donc, effectivement, on a une inquiétude pour 2024, un ralentissement économique qui semble se confirmer, mais en même temps, il faut garder un optimisme assuré, parce que ici, tous nos partenaires, tout l'ensemble des gens qui sont présents, même quand j'ai vu tout à l'heure, on a des délais de paiement qui augmentent pour les entreprises. Sachez aussi qu'il y a des instances au sein de l'État pour prendre en compte les difficultés des entreprises. On a vraiment un regard bienveillant et personne n'a intérêt à ce que l'économie ne soit pas soutenue. En tout cas, c'est vraiment le désir de l'État. Donc voilà ce que je pouvais apporter très brièvement comme mot de conclusion à cette soirée. Et encore, merci à tous pour tout ce travail organisé. Et c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci Laure, je vais ouvrir le débat. Moi, il y a quelques éléments qui m'ont interpellé. Vous avez vu moins 17 dans l'industrie en 2023. J'ai voulu fouiller un petit peu ce que je trouvais dedans. Parce que je me suis dit, il ne faudrait pas que les majors soient en souffrance. Les majors ne souffrent pas. Les majors nous présentent des chiffres d'affaires à la hausse. Ce qui veut dire qu'on doit répartir les moins 17 dans les plus petits de l'industrie. Ça veut dire que nous avons un certain nombre de gens qui sont catégorisés industrie, qui sont dans des moins de 10 le plus souvent, et qui eux vivent une année 2023 un petit peu compliquée. Et quand on rentre un petit peu dans le détail, je vois bien que le secteur du bois fait partie de ceux qui pleurent l'année 2023. Je ne sais pas comment sera 2024. Il semblerait quand même qu'il y ait une petite embellie. Je ne sais pas, Sébastien, si tu peux juste dire un mot très court là-dessus. Et puis sur le bâtiment, le temps qui se prépare, le bâtiment, Sébastien qui représente la Fédération du bâtiment, Jérôme pour la Fédération des travaux publics. Là aussi, c'est assez contrasté, parce qu'on voit bien que le marché de l'habitat, tu le disais Patrick, est grippé, mais pour autant, on a des chiffres d'affaires qui sont bons. Ça veut dire concrètement deux choses. Un, le second œuvre, il est porté par le privé, et celui-là, il performe. Et deux, surtout, les investissements publics des collectivités, soutenus par l'État, également, Laure l'a rappelé, tiennent le secteur. Et on l'a vu, Sophie, dans la présentation des budgets 2024, niveau d'investissement, moi, je le dis clairement, je ne le vois pas à la baisse.
Donc il y a pour le bâtiment, Sébastien, pas trop, et Jérôme, peut-être pas trop de raison d'avoir une année 2024 négative. Je te passe la parole et puis Sébastien. Les deux Sébastien. Et puis Jérôme.